L'un du futur ici, un petit commentaire avant de commencer sur ce sujet. Concernant les véhicules hybrides, je trouve qu'il y a beaucoup de confusion. Je voudrais éclaircir tout ça, répondre à des questions du genre pourquoi ma voiture hybride ne se met jamais en mode tout électrique, pourquoi je n'ai pas à recharger ma voiture hybride, ou alors pourquoi est-ce qu'il faut que je recharge ma voiture hybride, et tout un tas de choses. J'espère que ce que vous allez regarder ensuite pourra vous éclaircir par rapport à tout ça. Alors quand certains constructeurs vous annoncent que d'ici 2025, 2027 ou 2030, ils auront 100% de leur gamme dite électrifiée, ce qu'ils vont faire, c'est de l'hybridation surtout. Conserver des moteurs thermiques dans leur voiture. Il faut bien se dire qu'un véhicule électrifié, c'est avant tout un véhicule hybride et donc un véhicule thermique qui roule au carburant fossile. Il y a beaucoup de choses différentes dans les véhicules hybrides et j'aimerais aujourd'hui faire le point sur tout ce qui existe, les avantages et les inconvénients de toutes ces technologies. Alors la première grande catégorie de véhicules hybrides, ce sont les véhicules hybrides non rechargeables. Ils fonctionnent, en tout cas à l'usage, comme des véhicules thermiques. Vous n'allez que faire le plein de carburant, vous n'aurez pas besoin de les brancher à des prises électriques. Ces hybrides non rechargeables sont apparus à la fin des années 1990, chez Toyota d'une part et chez Honda d'autre part. Alors pourquoi apporter un moteur électrique et une batterie d'assez forte capacité en plus du moteur thermique du véhicule essence? Tout simplement pour optimiser le rendement du moteur thermique. Le moteur thermique, c'est quelque chose de très paresseux. Lorsqu'on lui en demande un peu trop, va consommer beaucoup par rapport à ce qu'il est capable de donner. Le fonctionnement à froid, c'est la sollicitation à l'accélération, qui sont vraiment des phases qui sont très mauvaises pour le moteur thermique. Ça peut être le ralenti aussi, les manœuvres et toutes ces phases-là. Contrairement au moteur électrique, un moteur thermique ne peut pas récupérer d'énergie au freinage. Le ralentissement qu'on a dû au frein moteur s'explique par les frottements internes du moteur thermique. Donc c'est de l'énergie qui est perdue en frottement et qu'on ne peut pas récupérer. Donc les avantages du moteur électrique et d'une batterie, c'est de pouvoir compenser toutes ces mauvaises phases, donc l'accélération, les manœuvres et tout ça, et aussi de pouvoir récupérer de l'énergie à la décélération. On peut adopter différents niveaux d'hybridation non rechargeables. Les premiers sont des hybridations que je vais dire basse tension, donc qui sont des systèmes peu chers mais qui apportent quand même beaucoup d'efficacité pour soulager les moteurs thermiques dans ces mauvaises phases. Et les seconds qui sont haute tension, donc qui vont soulager le moteur thermique mais qui vont aussi pouvoir faire rouler le véhicule en mode 100% électrique le plus longtemps possible, dans le plus de phases possible, notamment en agglomération. Alors les premiers systèmes hybrides non rechargeables basse tension sont souvent appelés micro-hybrides, mild hybrides ou hybrides légers. Donc ces systèmes-là se reposent sur un alternodémarreur. Un alternodémarreur, c'est ce qui est souvent utilisé dans les systèmes de stop and start qui fonctionnent bien, c'est-à-dire les plus efficaces. Et ça permet quoi? Ça fusionne deux pièces d'un moteur classique. La pièce qui est le démarreur, un moteur électrique qui permet de lancer le moteur thermique, parce que le moteur thermique ne peut pas se lancer tout seul via l'injection de carburant. Il faut entraîner le mouvement avec un moteur électrique. Et donc fusionner le démarreur et l'alternateur qui est une pièce assez similaire mais qui a le rôle inverse, c'est-à-dire de récupérer le mouvement du moteur thermique pour générer de l'électricité et charger la batterie 12 volts qui va alimenter vos vitres électriques et la radio. Donc en fusionnant deux pièces qui sont assez similaires dans leur conception en une, on obtient un alternodémarreur qui dans un sens va pouvoir faire avancer le moteur et lancer le véhicule, c'est son rôle de démarreur, et dans l'autre sens, c'est-à-dire à la décélération, il va pouvoir récupérer l'énergie du moteur thermique et remplir la batterie en conséquence, donc récupérer l'énergie à la décélération. Donc ça c'est vraiment la base de l'hybride basse tension. Il existe deux catégories sur cette hybridation. On a l'hybride basse tension 12 volts, donc qui va fonctionner avec vraiment le système électrique standard des voitures, avec une batterie 12 volts comme on en connaît depuis des dizaines d'années. Et l'hybridation 48 volts, qui est un système
un peu plus efficace qu'un équipementier comme Valeo a beaucoup mis en avant par exemple, et donc qui permet d'avoir une meilleure efficacité du système sur des véhicules un peu plus lourds, tout en conservant un prix de revient relativement faible et un surcoût relativement faible pour l'acheteur. Pour l'anecdote, ce système 48 volts de Valeo est aussi utilisé dans la Citroën Ami, mais tout seul, avec une petite batterie. Donc ça permet, lorsque le véhicule est très petit et peu puissant, de proposer un véhicule 100% électrique avec une tension relativement faible et donc des coûts d'industrialisation relativement limités. Donc ça, c'était pour l'hybridation basse tension, qu'on va retrouver beaucoup sur une marque comme Suzuki, qui propose des modèles qui sont petits et légers. Donc la toute petite Ignis sera en 12 volts, et les modèles un peu plus gros, comme le S-Cross ou le Vitara, ou la Suzuki Swift, vont être en 48 volts. Donc c'est des voitures qui sont très légères. Chez Suzuki, on est entre 800 kg et 1 tonne en fonction des voitures. Donc c'est vraiment un système qui est très adapté pour avoir un véhicule efficient. Au-dessus de cette hybridation en basse tension, l'autre solution d'hybridation non rechargeable, c'est l'hybridation haute tension, donc qui est tout de suite beaucoup plus chère et beaucoup plus lourde, mais qui va être adaptée à des véhicules un peu plus imposants, comme les polyvalentes, les SUV même parfois. Et c'est Toyota qui est le maître absolu dans ces technologies-là, même si d'autres constructeurs font des choses très bien. Donc Toyota qui a sorti la Prius en 1997, donc, avec cette idée d'associer non pas un mais deux moteurs électriques à un moteur thermique afin d'avoir ce système de régénération d'énergie au freinage et de pouvoir aider le moteur thermique à l'accélération. L'avantage de ce système, c'est que c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace pour réduire les consommations de carburant. L'avantage de l'hybridation en général, c'est que là où un moteur thermique non hybridé va être très mauvais en agglomération, l'hybridation va rendre les voitures très bonnes en agglomération au niveau de leur consommation. Alors lorsqu'on pense hybride, on pense à Toyota et à sa marque sœur Lexus pour les véhicules de luxe, qui n'ont plus rien à prouver en ce qui concerne leur fiabilité et leur efficacité. Mais il y a d'autres constructeurs qui proposent des offres très intéressantes. Je vais vous en citer trois. Donc tout d'abord, il y a Honda, donc, je vous ai dit au tout début, qui est un pionnier de l'hybridation aussi. Donc qui a un système qui fonctionne différemment de celui de Toyota, mais qui est aussi très très efficace, qu'on va retrouver sur la Jazz hybride et sur le CR-V hybride, dans un véhicule un peu plus grand. Et on a Renault, Cocorico, qui est arrivé l'année dernière avec le système e-tech, donc qui a voulu faire quelque chose d'assez simple au niveau de la conception, avec un moteur atmosphérique, comme la plupart des véhicules hybrides, et une boîte très particulière à crabot issue des technologies de la Formule 1, une boîte de vitesse très très simple dans sa conception, plus une batterie, un moteur électrique, et ça vous a donné la Clio e-tech hybride qu'on connaît aujourd'hui, qui a été rejoint par le Captur e-tech hybride et l'Arcana e-tech hybride, donc qui ont une puissance autour de 140 chevaux et une efficacité pareil énergétique excellente dans leur domaine. Donc bravo Renault pour ce succès. C'était pas gagné d'avance, parce que quand on est les derniers arrivés, il faut vraiment faire ses preuves. Et jusqu'à présent, la technologie e-tech de Renault est vraiment bien perçue par l'industrie. Et enfin, le dernier constructeur que je voudrais citer au niveau des véhicules hybrides non rechargeables haute tension, c'est Ford. Ford, donc, qui développe l'hybridation sur toute sa gamme, avec de l'hybridation légère et de l'hybridation entre guillemets lourde. Ford a une licence sur les brevets de Toyota. Donc ils ont pu dessiner un système d'hybridation qui fonctionne de la même manière, mais avec leurs pièces à eux. Et c'est ce qu'on va retrouver sur un véhicule comme le Kuga, le dernier Kuga, hybride simple et hybride rechargeable, et aussi sur les monospaces S-Max et Galaxy, qui ont aujourd'hui un groupe motopropulseur hybride, donc avec ces technologies issues des brevets de Toyota. Alors là, j'ai fini en ce qui concerne les hybrides non rechargeables, donc les hybrides qui sont simples à utiliser. On a juste à mettre de l'essence dans la voiture lorsque c'est nécessaire. Souvent, c'est des voitures qu'on retrouve en boîte automatique,
même s'il existe pour les hybrides légers des variantes en boîte mécanique, hein, c'est assez vrai chez Suzuki notamment. La tendance ces dernières années, c'est l'hybride rechargeable. L'hybride rechargeable, ça sert aussi à optimiser, mais ça sert à optimiser la fiscalité. Étant donné que beaucoup d'impôts et de taxes sont liés, en tout cas en Europe et en France, à l'émission de CO2 à l'échappement du véhicule, et que le calcul des émissions de CO2 à l'échappement pour les hybrides rechargeables via la norme WLTP est très très favorable à cette technologie. Pour vous donner un ordre d'idée, un X5 BMW, donc un très gros SUV, 5 mètres de long, 2 mètres de large, quasiment 2 tonnes 5, 6 cylindres essence et une batterie d'hybridation quasiment aussi grosse que celle de la Twingo. Donc ça peut descendre à 60 ou 50 grammes de CO2 par kilomètre. Donc l'hybride rechargeable, ça, dans beaucoup de cas, hein, pas dans tous, mais dans beaucoup de cas, c'est vraiment fait pour optimiser sur le papier les émissions de CO2 au kilomètre pour réduire les taxes liées aux différents véhicules. Et ça, c'est le législateur hein, qui a imposé entre guillemets ce genre de technologie. Les constructeurs n'ont fait que s'adapter et suivre. On leur dit faut que vous fassiez moins de 60 grammes de CO2 pour pas vous faire taxer. Eux, ils voient que le barème est favorable aux hybrides rechargeables, donc ils font des hybrides rechargeables. Ces hybrides rechargeables optimisés fiscalement, on les reconnaît facilement parce que c'est souvent des voitures qui sont issues de véhicules thermiques classiques à boîte automatique. Donc c'est assez vrai chez les constructeurs allemands, chez BMW notamment, mais aussi chez PSA, hein, les constructeurs français, devenus Stellantis depuis. Donc tout simplement, ils ont pris un véhicule à essence avec une boîte automatique, ils ont toqué à la porte du fournisseur de la boîte automatique, donc ZF ou Ezin, hein, le nom des fournisseurs, qui leur ont donné une boîte automatique particulière où la pièce qu'on appelle le convertisseur de couple, qui permet de faire la partie automatique de la boîte, est remplacée par un moteur électrique qui a exactement le même effet, mais qui a l'avantage de pouvoir se connecter à une batterie et donc de pouvoir rouler tout seul à l'électricité et d'être découplé du moteur thermique lorsqu'on le souhaite. Donc souvent, on se retrouve avec des véhicules moteur essence turbo, éventuellement downsizés, donc avec des faibles cylindrées. C'est notamment le cas chez PSA, avec une boîte automatique électrifiée, donc avec un moteur électrique dans la boîte automatique, le tout branché à une batterie pour avoir un véhicule hybride rechargeable. Donc le 3008 hybride rechargeable, c'est tout à fait ça par exemple. Après, il y a toute la mise au point qui va avec, qui va faire que le véhicule va être plus ou moins bien. La deuxième catégorie d'hybrides rechargeables, en tout cas dans leur conception, ce sont des véhicules qui partent d'un modèle hybride non rechargeable, mais tout simplement qu'une batterie plus grosse. On a par exemple la Prius hybride rechargeable, le RAV4 hybride rechargeable chez Toyota, et aussi chez Ford, on a le Kuga plug-in hybride, donc qui est dérivé du Kuga hybride simple, haute tension dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Ces véhicules font peut-être un peu plus de sens que les modèles que j'ai cités auparavant dans ces catégories, dans le sens où c'est une voiture qui est déjà conçue pour être hybride. C'est pas une voiture qui est conçue pour être un essence à boîte automatique, c'est une voiture qui est conçue pour être hybride. Donc la mise au point et la mise à niveau vers l'hybride rechargeable est plus simple pour le constructeur. Néanmoins, l'hybride rechargeable, ça a quand même des défauts. Le défaut le plus rédhibitoire pour moi, c'est que ça a un surpoids qui est très très important. Lorsqu'on roule en électrique, on se traîne 150 à 200 kg de moteur, de réservoir à essence, de lignes d'échappement qui ne servent pas. Et quand on roule en tout thermique, on se traîne 200 à 300 kg de batterie, de moteur électrique, de réducteur, d'inverteur, de chargeur dont on ne se sert pas. C'est une bonne solution de transition à mon avis pour les sociétés qui n'ont pas d'autre solution pour avoir des taxes relativement faibles sur leurs véhicules qu'ils donnent à leurs collaborateurs. Et je pense pas que ce soit une bonne solution pérenne pour conserver des véhicules électrifiés au-delà des années 2025-2030. Et c'est sans parler aussi du prix de l'hybride rechargeable qui est vraiment très cher. Là où l'hybride simple a un surcoût qui se limite à quelques centaines d'euros pour l'hybride de basse tension, à quelques milliers d'euros, on va dire 1500-2000 euros pour l'hybride haute tension. Au niveau de prix des hybrides rechargeables, je pense qu'il y a beaucoup de clients qui se posent la question de passer directement au full électrique. Donc voilà, j'espère que le tableau que je vous ai exposé concernant tous ces véhicules hybrides
et dit électrifié a été assez clair, surtout si vous cherchez à acheter ou louer ce genre de véhicule prochainement. En tout cas, je voulais vous remercier pour les commentaires et les likes que vous avez mis sur mes précédentes vidéos. Je me suis rendu compte que mes commentaires n'étaient pas acceptés par défaut sur les vidéos. Donc ça a changé, hein. Maintenant vous pouvez commenter et puis le commentaire sera automatiquement publié. Donc voilà, encore merci pour vos commentaires. Moi je trouve ça super sympa de pouvoir discuter avec vous des différents véhicules que vous avez, des choix que vous avez faits pour vos voitures, électriques ou pas. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne route et je vous dis à bientôt.